Salut, moi c'est Guillaume. J'ai fait 10 ans de psychanalyse. Un jour, je décide de m'arrêter et de faire le bilan. Est-ce que la psychanalyse, ça marche et comment ? Dans ce podcast, des gens viennent chez moi me raconter leur toute dernière séance sur le divan et comment la psychanalyse les a aidés, ou pas. Est-ce qu'ils vont mieux ? Est-ce que ça a marché ? Chaque témoignage est un chemin de vie et ses rebondissements. Pas de montage, pas de coupe. Parfois, je joue au psychanalyste, parfois au patient. Ce podcast est autoproduit avec mes petites mains. Alors j'ai besoin de votre aide. Mettez 5 étoiles, un j'aime, faites un don ou suivez les coulisses de mon aventure de podcasteur sur les réseaux sociaux. Je vous mets les liens à cliquer dans le descriptif de cet épisode. Allez, c'est parti, bonne écoute. Comment elle t'a sauvé la psychanalyse ? Eh bien, j'ai pensé à cette question et en fait, je sais pas. Ah là 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 là. C'est horrible comme... c'est pauvre, pardon de cette pauvreté, mais ça reste extrêmement mystérieux. Ou plutôt, si je sais, bien sûr, c'est l'élaboration. On va dire élaborer. Bien sûr, c'est la responsabilisation. Mais en fait, d'abord, sauver, c'est pas guérir. C'est des fondations, c'est détricoter, retricoter. Mais en fait, quand je dis je sais pas, c'est que la mécanique en elle-même. Ouais. Ou alors, c'est aussi reconnaître. Voilà. Ou alors, c'est reconnaître. C'est aussi. Enfin, il n'y a pas de baguette magique, parce que sinon, ça serait pas si long. Même si je considère que j'ai. Enfin, j'en sais rien, mais j'ai peut-être été très lente. T'as l'intuition qu'en tout cas, une autre forme thérapeutique n'aurait pas permis. Mieux. Non. Voilà. Et donc, du coup, cette mécanique que tu ne sais pas exprimer, sa singularité, la mécanique singulière de la psychanalyse a été clé. Elle a été clé. Elle passe par le verbe. Elle passe par l'élaboration. Toutes les formes de thérapie. Qu'est-ce qui fait que l'élaboration d'un nœud inconscient dissout ce nœud, c'est-à-dire la mécanique chimique autour de ça, je la connais pas. Mm-hmm. J'entends, c'est-à-dire qu'en fait, en même temps, je te réponds, là aussi, je te dis je sais pas, mais en fait, je sais. Ouais. Mais je sais, et c'est quoi, je dis pas que j'annonce, mais je sais parce que j'ai bien vu, c'est un constat. Mais chimiquement, pourquoi est-ce que quand tu sais, pourquoi est-ce que quand l'inconscient devient conscient, pourquoi ça part ? C'est quoi le mec ? Ouais, ça tu sais pas. Ouais. Mais j'aime bien ce qu'on a dit tout à l'heure, la psychanalyse en t'allongeant et en te répétant te donne accès à des nœuds inconscients que tu rejoues avec un bon parent. Peut-être que donc c'est les fondamentaux. Les fondamentaux de la psychanalyse. Donc en fait, ça t'apporte des fondations. Ouais. Ça te sauve, mais ça te guérit pas puisque seul l'adulte en toi peut te guérir. Mais ça te donne les bases pour arrêter d'être partout dans la diffusion et dans le... Dans l'autre. Ouais. Je sais pas, tout ça, c'est peut-être, un peu interprétation barbare. Ça te... Maintenant, je pense que c'est ça la théorie de la psychanalyse. Mais donc je pense qu'en fait, j'ai vécu ce qui se dit dans les livres les plus érudits. Donc en fait, c'est un constat que ça marche. Mais par contre, c'est pas une pilule ou c'est pas, je sais pas, une séance d'ayahuasca ou. Mais là, dans mon interprétation, ça te parle ? Ouais. Ah oui, totalement. Mais je l'avais pas formulé comme ça. Ok. Mais c'est vraiment, ce qui me parle surtout, c'est de détricoter un pull qui était mal, tu vois, où t'as 5 manches, t'as pas de trou pour la tête. Ouais. T'as dit que et tu retricotes. C'est un travail, mais franchement, si on m'avait dit que ça allait durer si longtemps, j'aurais sans doute pas eu le courage, tu vois. Ouais. T'as dit que les 2 manches de ton pull que t'as détricoté et retricoté, c'était apprendre à aimer et à travailler. Ouais. On creuse lequel des 2 en premier ? Peut-être que le plus simple, c'est travailler. Comment la psychanalyse t'a appris à travailler ? Déjà, ça veut dire quoi pour toi ? Qu'est-ce que t'as rencontré comme nœud inconscient, tu disais ? T'as le vrai travail et le faux travail. Le faux travail, il est, j'ai envie de dire, à la fois politique, les bullshit jobs, on va dire, et intime, quand tu sais qu'en fait, tu fais pas vraiment du travail. Tu le sens, tu vois, tu as une activité.
mais t'as pas l'impression que tu ajoutes au monde, enfin, que tu vas créer quelque chose. Le vrai travail, c'est ce truc. Donc moi, je pense que je m'étais inscrite dans du faux travail, dans le sens où j'étais première de ma classe, très jeune avocate, multidiplômée, mais en fait, je n'avais pas travaillé au sens où en fait, je l'entends. C'est-à-dire qu'en fait, tu sais, il y a des expressions comme ça, le travail bien accompli, le sens du travail bien fait. Donc, tu sais, tu avales le code fiscal et puis tu l'oublies. Mmh. Parce qu'en fait, ça n'imprime rien. Mmh. Donc, c'est quoi le vrai travail et pourquoi et c'est quoi le mien, du coup? Si on essaie de faire des ponts, tu disais, les rêves étaient clés dans ma psychanalyse. Je mettais même mon réveil pour les noter. C'est un pont un peu osé, mais est-ce que, avec le rêve, tu comprends cette différence clé pour toi du travail et de l'activité? Et tu vois, j'essaie de comprendre. Là, tu dis conceptuellement, c'est assez intelligent ce que tu dis. Enfin, c'est intelligent. On peut le lire dans des bouquins de développement personnel. Moi, j'essaie de comprendre comment la psychanalyse t'a amené à cette conclusion. Non, mais en gros, ce que tu me dis, c'est que ce que je dis là-dessus est banal. Et en même temps, c'est pas banal, bien, non? Non, mais tu sens bien. Reconnecte-le à ton chemin de psychanalyse. Ouais. Non, mais tu sens l'espèce de truc quasi physique quand tu fais un vrai travail. Tu le sens en toi. Ouais. Mais je pense qu'en fait, cet aspect-là, j'ai pas souvenir de rêve que j'ai fait là-dessus. Okay. Mais par contre, j'ai un souvenir énorme. Et c'est plus compliqué pour moi d'en parler. Parce que, en fait, je trichais énormément. Avec moi, avec les autres, etc. Parce que je m'ennuyais à mourir. J'étais dans un état d'ennui sidérant. Donc, petit à petit, c'est même pas le travail qui tu vois, parce que tu as travaillé pour gagner de l'argent. Moi, ça, c'est le réel qui cogne, on va dire. Ouais. Bon, voilà. Donc ça, ok. Donc, faire semblant de travailler pour gagner sa vie, ok. Mais savoir trouver du... Donc, évidemment, quand c'est pour semblant, moi, qu'est-ce que je fais? Je fais semblant. Enfin, tout ça, et je le fais hyper bien. Je suis complètement rebelle à toute forme d'autorité, toute forme de règles, j'esquive. Mais en même temps, je remplis le truc. Mais tout est faux. Tu vois, je suis sur du meuble. Mais surtout, le problème, c'est que je ne sais pas du tout où je vais avoir ce sentiment à un moment que tu peux avoir quand tu crées un truc, quand tu fais un ouvrage, quand tu vois, ou quand tu écris un texte. Pour moi, le problème, il est très clair. Ouais. J'essaie de comprendre comment la psychanalyse t'a aidé. Par la règle, en fait. La règle. Ouais, en fait, pardon, excuse-moi, je réexpliquais et je disais pas comment. En fait, elle m'a posé des limites. Et en fait, elle m'a aidée sans m'aider. Elle m'a renvoyé une forme de... c'est là où j'en viens la raison pour laquelle j'ai envie de parler de la psychanalyse comme nécessaire mais pas suffisant, c'est qu'en fait, en vrai, là-dessus, il y avait une partie normative. Il y a eu une partie normative. Donc, je ne suis pas complètement... j'ai pas fini ce chemin-là. Je ne l'ai pas fini. Alors, attends, tu m'as perdu là. Parce Sur que... le travail. La psychanalyse... qu'au fond, elle m'a appris à travailler. Elle, c'est ton analyste? Ouais. Oui. La psychanalyse, ma psychanalyste, moi, j'ai appris à travailler dans un domaine normé, en faisant du vrai travail dans ce domaine normé, mais sans aller au bout de la connaissance de ce que je voudrais ou j'aurais voulu vraiment faire comme travail. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai appris, là pour le coup, c'est une tambouille, c'est une cuisine de coordonnées. Ouais. C'est-à-dire en sachant que, tu vois, le problème de maths, en sachant que mon père, ma mère, mes grands-parents, moi, la société, qu'est-ce que je peux faire le plus petit dénominateur commun qui concilie mon désir et tous les désirs et la nécessité de gagner de l'argent. Compris. Mais le chemin que j'ai fait sur le travail pour retomber sur mes pieds là où j'en suis aujourd'hui, qui n'est peut-être pas d'ailleurs complètement terminé. C'est pas la psychanalyse. Ce hors norme, c'est pas dans la psychanalyse. Il a fallu d'abord que je rentre dans les cases.
On s'en fout que tu sois super bon élève, gna gna gna, surdoué, je sais pas quoi. On s'en fout. Il faut que tu travailles. Compris. Il faut que tu gagnes ta vie. Néanmoins, t'as fait un premier chemin sur la question du travail. Néanmoins, il n'est pas terminé et il est normé parce qu'il fallait que je gagne de l'argent. J'ai envie de continuer mon enquête et du coup de t'aider ou de t'orienter pour voir si ça réagit. Tu m'as parlé à 2 reprises de tes parents, du transgénérationnel. Là, tu viens de le refaire dans ton propos en parlant du père et de la mère. Est-ce que tu as envie qu'on fasse un pont entre dénouer ton rapport aux parents, la question du parent? Tu as dit à un moment donné, une des phrases puissante de ton analyse, c'est quand ton analyste te dit « vous êtes malade de votre père ». Est-ce que tu as envie qu'on essaye de connecter le travail que tu as fait sur ton rapport aux parents et des limites et des fondamentaux comme un enfant qui s'élève et cette capacité à jouir dans l'activité ou à être... T'as envie de faire ce pont-là? Est-ce que la psychanalyse... En gros, quelqu'un qui écoute et qui comprend et qui se dit « mais c'est quoi? Pourquoi elle a passé 23 ans dans ce truc? Je comprends pas. » Est-ce qu'on pourrait lui dire en allant à la rencontre... Elle est lente. Puissante et inconsciente. Oui. Mon inconscient et mon rapport aux parents, en le détricotant, je me suis rencontré moi. Bien sûr. T'as envie de le faire, ce pont? Ouais, et tout à fait, mais surtout revenir sur les 23 ans, parce qu'effectivement, vu comme ça, même rétrospectivement, ça paraît, enfin tu dis c'est une vie, quoi. Mais il faut savoir un truc, c'est que moi, j'étais prête à ce que ça dure toute ma vie. Puisqu'en fait, c'est un mode de vie. Et d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles j'aime tellement ton podcast, c'est son nom. Comment ça, la dernière séance de psychanalyse? Comment ça? Tu vois, c'est un peu comme, je sais pas, peut-être il y a 100 ans, les gens allaient voir le curé chaque dimanche. Tu vois, c'est une discipline. Et je suis curieux de... C'est pas un début et une fin. Enfin, le début, oui, mais la fin, c'est-à-dire que c'est pas 23 ans, il n'y a pas un côté genre, waouh, pas du tout, c'est un chemin de vie. Je suis curieux que tu me parles après de la fin. D'accord. Et on en parlera. Oui, bien sûr. On vient pour revenir aux parents, oui. Qu'est-ce qui s'est passé du coup avec tes parents? Mais il y a un chemin. Alors là, pour le coup, et d'ailleurs, je pense que c'est dans les limites que je vois de la psychanalyse, il y a quelque chose de politique au sens premier. C'est que, en gros, je la fais courte, mais l'histoire de mon père, et de mes parents, du point de vue du travail. C'est mes grands-parents donc viennent les uns d'Argenteuil, les autres de Saint-Denis. Donc mes 2 grands-pères sont ouvriers, mes grands-mères élèvent les enfants. Voilà. Mon père rend compte de la petite histoire et de la grande histoire. En gros, le curé du coin lui dit tant de Sciences Po, excellent élève. Plusieurs années d'avance, il fait Sciences Po, il sort major, il fait l'ENA, il sort 2e. Et puis, il épouse ma mère qu'il a rencontrée au lycée. Et du coup, cette partie-là de la famille est légendifiée. Tu comprends? C'est-à-dire qu'il y a un saut sociologique énorme qui a été Oui, ton père est l'élu. Ton père est l'élu. Mon père est l'élu par la force des études. Les études. Mon père me disant, d'ailleurs, ce qui est assez drôle, quand j'étais petite... je me souviens très bien, on habite au Sénégal et il y avait, parce qu'en plus il était engagé au PS, Rocard, tout ça, etc. Donc par ailleurs, c'est pour ça que je dis la petite rencontre la grande histoire. Donc il a eu ensuite des très beaux postes. Mais je me souviens de voir des gens qui passaient quand on habitait à Dakar et qui étaient donc les futurs, ensuite quand Mitterrand sera élu, les futurs ministres, etc. Je me souviens vraiment de lui me disant « Tu vois ma fille, il faut que tu fasses des études pour pouvoir divorcer. » Bon, il se trouve que j'ai divorcé l'année dernière, mais c'est marrant quand même comme message. Ouais. Qu'est-ce que... Tu vois, les études. En fait, la question, c'est pas le travail. La question, c'est les études. Ouais. Donc ça, d'une part. Ouais. Donc vraiment comprendre, mais ça, je dis, il y a une dimension politique, sociologique, qui fait que de toute manière, comme moi j'étais l'aîné des petits-enfants, ensuite ma grand-mère, qui a quand même beaucoup porté mon père pour qu'elle lui apprenant à lire, à écrire, etc. Et puis ma grand-mère, en plus, je suis née aussi là-dedans, totalement voulant de garçons, pleurant, ayant de garçons, pleurant à l'idée que, parce que la sage-femme lui avait dit qu'elle aurait une fille, donc catastrophe totale, une fille. Première des petits-enfants, mais même moi, quand j'ai attendu des jumeaux,
c'était un garçon et une fille. Réflexe de ma grand-mère, ça aurait été bien aussi 2 garçons. Donc il y avait cette espèce de poids que j'avais de être au niveau, mais qui me mettait dans des états d'angoisse, qui fait qu'à partir de 5 ans, je vomissais tous les matins en allant à l'école. Quand on me rendait une note, si je n'avais pas 20 sur 20, j'étais dans tous mes états. Je pense que clairement j'ai eu ça sur les épaules. Ça, c'est un fait déconstruit en analyse. Déconstruit, ça veut dire sur le divan, je m'allonge 3 fois par semaine et je répète ce qui me vient. Et ce qui te vient, c'est le passé, c'est ce cheminement, c'est grandir dans une famille où tu te sens mis sous pression dans la performance. Je ne suis pas dans les faits. Il n'y a aucun moment mes parents me disent tu dois être la première. Mais non seulement je ne suis pas un garçon, enfin le phallus. Non, mais ça j'ai bien compris en fait. Et en plus, mais en psychanalyse, il se passe quoi sur le divan pour que sa tête, tu as dit j'ai déconstruit. Ok. La parole, l'élaboration. L'élaboration. Ça veut dire quoi l'élaboration pour toi? Parler, dire, scander, s'arrêter, dire attendez, là il y a ça. Pourquoi? Parce que moi j'étais dans je m'étais mise complètement au service de mon père, en fait, quand j'étais petite. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais une de mes difficultés, c'est que j'étais au service de la puissance d'un homme. En l'occurrence, mon père. Après, ça pouvait changer. Mais le sujet, c'était pas moi. Le sujet, c'était le phallus. Ouais, et en élaborant... Et ça, petit à petit... Tu le découvres. En t'entendant, tu le découvres. Mais surtout, je déconstruis que la personnalité... mon père n'est pas un génie. En fait, mon père est un petit garçon porté par sa mère. Enfin, c'est tout ça que je découvre derrière, en fait. Ça, c'est très difficile à dire pour moi. Très, très, très difficile à dire parce que c'est le cœur. Excuse-moi, pourquoi c'est difficile? Parce que c'est très intime, parce que je me dis que s'il l'entendait, il serait blessé. Il serait blessé de quoi? Tu sais, mon père... un jour, quand je lui parlais de la psychanalyse, il m'a dit... je lui dis, mais... Parce que j'en ai jamais parlé avec mes parents, et je lui dis, mais t'as pas envie de savoir pourquoi? Je crois que ça faisait 15 ans que j'étais en analyse. Pourquoi ça fait 15 ans que je suis en analyse? Tu trouves pas que je vais mieux? Et il m'avait dit, ah oui, mais tu sais, c'est peut-être aussi le temps qui passe. Et en fait, mon père, c'est un petit garçon, en vrai. Mais, tu vois, je le dis tout doucement... Je suis là, personne l'entend, j'espère, mais tu vois, je cache ça. Mais marrant, encore, je parle doucement. Pas du tout comme ça, ouais. C'est bien marrant sûr que tu l'entends pas comme ça, parce que c'est énorme. On a tous été des enfants, et on l'est tous encore un peu. Oui, mais moi, je suis sa fille. Ouais. Est-ce que je dois soutenir sa puissance? Tu vois, il est porté par sa mère, par sa femme, par moi. Par moi. Donc tu te libères. Élaborer, libère. Ouais. En tout cas, je dirais pas libérer, parce que je sais pas si on peut être libéré vraiment dans le domaine du travail quand il faut gagner sa vie. Mais en tout cas, je fais avec. Je fais ma tambouille et je suis aujourd'hui au plus près. Je suis dans quelque chose qui me convient... politiquement, parce que pour moi c'est très important. Financièrement, je gagne ma vie, et statutairement, parce qu'il faut quand même être un peu à la hauteur. Et du coup, ce qui se dénoue sur le divan, tu as besoin de le faire vivre par des paroles en dehors du divan? Tu veux dire vis-à-vis de mes parents? Par exemple, le sujet c'était ton père. Est-ce que tu es allé le voir et tu as créé un dialogue avec lui particulier? Non, pas là-dessus, parce que en fait, réellement, et c'est ça qui est très bizarre et très difficile à comprendre, et c'est aussi ça qui fait le drame banal, c'est-à-dire que il n'y a pas de dans cette psychanalyse bien sûr qu'il y a des choses graves et dures qui me sont arrivées, mais comme à tout le monde évidemment, et pourtant je ne savais pas vivre. Donc il y a drame et pourtant il y a banalité de la tragédie, tu vois. Je vois pas pourquoi ça t'empêche, en quoi ça nourrit ta décision de ne pas créer un dialogue avec lui. Une tentative. Ça me paraît impossible. Ouais. Pourquoi? Impossible en termes de compréhension. C'est-à-dire que
Et c'est là que c'est incompréhensible, c'est-à-dire que mes parents, pourtant de la génération, j'ai envie de dire, je sais pas, Dolto, enfin, moi je suis née en 72, aucune connaissance du monde de l'inconscient. Aucune. Aucun livre, aucune lecture, rien. Ouais. Et donc si je lui dis, si je lui parle comme je te parle aujourd'hui, il n'y aura, je pense, aucune. C'est pas un manque d'attention, c'est pas un manque d'écoute, c'est pas un manque d'entente, c'est au-delà. Ça ne peut pas rentrer. C'est pas possible. C'est marrant parce que mais c'est ok maintenant. Parce que c'est marrant parce que moi, quand il te répond, c'est peut-être la psychanalyse, mais c'est aussi le temps qui passe. Je trouve qu'il a pas tort. Peut-être. Enfin, je trouve ça intéressant comme. Mais c'est aussi une façon de dire, tu vois. Oui. La psychanalyse, c'est peut-être pas si important. Tu lui as demandé ça ? Je lui ai dit, ouais. Enfin, son propos, il était vraiment pour médire sur la psychanalyse. Non, je pense qu'en fait, il n'y a aucun avis, aucune curiosité. Il te l'a dit ? Non. Mais tu supputes ? Je le constate, parce que moi, j'ai offert des livres, j'ai tendu des perches, j'ai tenté 1000 fois, ouais. Mais vraiment, il y a aucune critique. C'est un constat complètement OK. La question m'intéresse particulièrement et je gratte à cet endroit parce que moi, je suis en ce moment en train d'essayer de connecter avec, dans ma famille, des gens de différentes générations et d'éprouver cette difficulté à comment tu partages, comment t'entends l'autre là où il est. C'est vraiment... Tu vois, entendre l'autre là où il est, tu vois. Et c'est ce que j'essaye de faire sur ce podcast et c'est ce que j'essaye de faire dans ma vie intime. Et je trouve ça extrêmement compliqué. Donc, je sous-entendais pas que tu avais tort ou quoi que ce soit, mais je creusais parce que je me dis toujours, non, je suis pas en train d'entendre je suis pas en train d'entendre l'autre là où il est. Et quand je me fais cette réflexion, souvent, j'arrive en effet à agrandir mon écoute en me disant, ah oui, c'est vrai. Attends, là, il m'a dit nanana. Et en fait, si j'enlève, moi, mes préjugés et mon jugement, je pourrais l'entendre comme ci, comme ça. Enfin, il y a une richesse. Mais c'est tellement difficile, ce dont tu parles. C'est tellement exactement le chemin qu'il faut faire et savoir... Parce que moi, j'avais le problème inverse, puisque je sombrais dans l'autre. Oui. Je me versais dans l'autre. Bah oui. Donc, en fait, j'étais arrivée à un stade de caméléon absolu. Bah oui. Et donc, finalement, il fallait plutôt que je retire mes billes de l'autre. Oui. Parce que sinon, je pouvais entendre beaucoup trop l'autre. Mais par contre, aujourd'hui, maintenant que je sais ce que je pense, quel bonheur d'ailleurs, de temps en temps, je me dis, oh là là, est-ce que tu écoutes assez l'autre ? Notamment, d'abord, maintenant je suis mère. Et aussi, c'est un truc que tu... Enfin, puisque la politique m'intéresse, puisque le monde m'intéresse, enfin, tu te dis même, est-ce que je serais capable d'entendre quelqu'un qui... Enfin, je pensais à des trucs et puis en mon fort intérieur, je me dis, mais oui, je pourrais entendre, je sais pas, un mascu, par exemple, tu vois, est-ce que je pourrais l'entendre de son point de vue ? Mais oui, un peu comme un handicapé. Mais est-ce que je pourrais entendre, je sais pas moi, Poutine par exemple, est-ce que j'arrive à le comprendre ? Est-ce que je tire exprès, mais en fait peut-être pas, hein. Peut-être pas. Mais je te dis, le truc, j'ai plutôt tendance à trop entendre que. Donc c'est pas j'ai pas cette difficulté là. Ouais. Ton autre nœud, c'était l'amour. Aimer. Oui. Bah oui. Ça veut dire en même quoi ? temps, pour le coup, je pense que il y a une phrase, je crois que c'est celle de Lacan, qui résume, à mon avis, qui définit en tout cas l'amour, parce que l'amour, ça veut dire amour et aimer, ça veut dire tellement de choses, ça dépend vraiment de chacun. Mais là, c'est toi qui parles, du coup, ça veut dire quoi pour toi ? Quand tu disais « je savais pas aimer », ça voulait dire quoi ? Je crois que tu m'as parlé d'une grande histoire d'amour au début de ta psychanalyse où tu étais très anxieuse. C'était quoi ton enjeu avec... Bah oui, tu tombais dans l'autre. C'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est d'ailleurs pas loin de la définition clinique de l'hystérie, au sens, mais pas au sens banalisé.
Tu vois, au sens où tu sais pas où est ton désir. Tu vois. Alors, juste amène-moi dans le concret de tomber dans l'autre. Ça veut dire que ça veut dire que tu vas vivre en fonction du désir de l'autre. Ça veut dire que même tes désirs les plus intimes, les plus... même ton propre désir, y compris sexuel d'ailleurs, tu vas pas le rencontrer. Puisque tu es objet de l'autre. T'es à l'aise de me partager une illustration d'un désir intime que tu osais pas je pense que sans aller trop loin dans le dévoilement, mais je trouve que le sexe est un très très bon indicateur. C'est-à-dire effectivement connaître son propre désir, surtout quand tu es une femme. Donc quand tu es une femme, par définition, il ne se montre pas. C'est ça et c'est là où la difficulté de devenir une femme, et je pense que c'était aussi l'enjeu de ma psychanalyse, c'est de rencontrer aussi ma puissance de femme et comprendre ce que ça voulait dire. Parce qu'en fait, je pense que je m'étais aussi perdue dans toutes ces histoires sur c'est quoi une femme, c'est quoi un homme. Explique-moi la mécanique. Est-ce que tu sais comment ton cerveau essayait de te protéger lorsqu'il te faisait tomber dans l'autre? Tu te disais, tiens, je ressens ce désir à cet endroit. Si je le dis, l'autre va me rejeter. Et quelle était la peur? En fait, pour moi, c'est simple. C'est assez vite la crise d'angoisse. Donc, en fait, là, je ne sais pas si tu as déjà eu une crise d'angoisse. Ouais. Bon, tu vois, en fait, l'angoisse, c'est pas la peur. L'angoisse, c'est une forme de dépersonnalisation, c'est atroce en fait. Vraiment, je te parle de la crise d'angoisse, c'est-à-dire que tu sais plus du tout, tu sais rien puisque tu es dans l'enfer. Enfin, je résume, mais... donc moi, c'était la crise d'angoisse, jusqu'à un moment où l'épuisement total, d'où la dépression, d'où la psychanalyse. Mais pour en revenir à ta première question, sur des illustrations, je pense que la question du désir et la question de montrer... pas montrer, d'où d'ailleurs, à mon avis, on arrive sur la question de s'exposer, pas s'exposer, se dévoiler, garder le voile. Là, on touche le masculin et le féminin. Culturellement, je dis peut-être pas universellement, quoique, parce que même physiquement, un homme, son désir, tu le vois. Une femme, non. Et sincèrement, du coup, je pense que j'en étais arrivée à effectivement, ça se voit pas, donc il y en a pas. Et on en revient quand même à du lourd en termes de Freud et Lacan. Et pour terminer sur l'autre question, sur la définition de l'amour, en tout cas pour moi, ce que je voulais, parce qu'il y a quand même justement un moment, j'ai pu dire en psychanalyse, moi je veux arriver à vivre ça. Et en fait, quand j'ai réussi une fois... C'est quoi ça ? Voilà, je te dis. Quand j'ai réussi à dire, une fois toutes ces souffrances dites, etc., en fait, j'ai dit que je voulais arriver à aimer et que je voulais être mère. Je voulais être mère. En fait, aimer, pour moi, ça voulait dire aussi devenir mère. Mais en fait, la définition pour moi de l'amour, c'est réciproque. Et ça, c'est la révolution. C'est-à-dire que si ce n'est pas réciproque, ce n'est pas de l'amour. Et donc, qu'est-ce que c'est ? Et il est là, le nœud. Il est là, si j'ose dire. Je pense que c'était... Enfin, tu vois, je peux pas mieux résumer. Après, je peux... Mais l'enjeu, il est là. C'est la rencontre de ton désir. D'abord. Et petit à petit, tu élabores les rêves, ce qui se passe dans ta vie te permettent de te rendre... Et le féminin. C'est quoi être une femme ? Et c'est quoi avoir du désir quand t'es une femme ? Et là, on recoupe la question du travail et on recoupe la question de l'amour en sachant, en fait, tu positionnes où ton phallus que tu crois que t'as pas alors que les hommes croient qu'ils l'ont. On tourne tous autour du même truc. C'est marrant parce que quand tu disais une femme, quand elle a du désir sexuel, ça se voit pas, j'avais envie de répondre oui. Oui ou non, c'est pas ça. J'ai envie de répondre, ça peut s'entendre, ça peut se dire. Ah oui, mais dans ce cas-là, c'est l'élaboration déjà. C'est ça, c'est le pouvoir, la reprise du pouvoir. Non, mais c'est un peu... C'est beau, ce que tu dis. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est le tome 2. C'est une fois que tu as compris qu'il y avait 1000 façons de le
C'est la question de la monstration. Ouais, il y a 1000 façons de le signifier. Et c'est pour ça, à mon avis, enfin c'est pour ça. Non, mais en tout cas, j'ai envie de faire un lien avec. Il y a pas mal de problèmes d'érection chez les hommes. Non, mais je peux pas dire ça. C'est une généralité bien trop. Je crois que c'est vrai. Je ne connais pas les études. C'est très dur. Mais dans mon autre podcast sur la sexualité, l'enjeu de l'érection et du montrer vient souvent. Et pour moi, j'entends toujours le fait que bander. Ça ne bande pas parce que ton désir est pas cet endroit, quoi. Et donc, il va te falloir le creuser, le rencontrer pour que... Est-ce que c'est ça ? Parce que moi, du coup, maintenant, enfin, justement, mais c'est pour la partie post-psychanalyse, mais du coup, une fois que j'ai rencontré le féminin, je m'interroge sur le masculin et franchement, je trouve ça dur, cette injonction, justement. Parce que ça veut dire que nous... on sait pas, on ne montre pas, ça ne se voit pas extérieurement. Mais du coup, ça veut dire aussi que ça peut se simuler. Et les hommes ne peuvent pas, en fait. Et ça, je trouve que c'est une injonction terrible. C'est un changement, un rapport à la vie. Souvent, maintenant, je me dis, mais si j'étais un homme, là, tu vois, même, je me disais, à me promener comme ça avec... mais ça doit changer tellement le rapport à la vie. À se dire, est-ce que ça se voit pas, mince, je suis pas à la hauteur, mince, mais là, ici, je monte pas. C'est terrifiant, enfin, j'ai beaucoup de compassion maintenant pour... c'est vraiment, comment dire, après beaucoup de colère, hein, il a fallu guérir la colère. Tu disais que la psychanalyse était quand même, toi, en tout cas, pas la psychanalyse, ta psychanalyse t'avait plutôt accompagné dans un chemin qui restait très normé, en tout cas, par rapport au travail. Est-ce que par rapport à l'amour... la psychanalyse t'a quand même pas vraiment aidé à défier ces normes sociétales et sociales, parce que tu parles de masculin-féminin. Je suis assez d'accord. Alors, attention, je parle de masculin-féminin, pas de homme-femme. Et pour moi, mais ça, c'est le travail post-analyse. Là, je suis dans la psychanalyse, je suis dans ton nœud de l'amour. Ah oui, dans la psychanalyse même, je pense que, et quand je te parle de toute petite... parce que tu vois à quel point je suis reconnaissante, mais je te parle de toute petite colère, je te parle de cet aspect-là, pas seulement, mais de la norme. Illustre-la parce que qu'est-ce que ton analyste a dit ou fait qui te pouvait t'enfermer dans les normes sociales et sociétales ? J'ai cette impression qu'elle m'a un peu remis sur les rails. Elle m'a remis sur les rails, clairement, mais sur les rails du connu. Tu sais l'illustrer ? Elle t'a exprimé ce que c'est une bonne femme ? Oui, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est plus sur la question de l'amour. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai rencontré un homme qui clairement m'a aimé. Il m'aimait. Vraiment. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Enfin, en gros, j'ai une relation avec lui, et puis je m'en suis désintéressée. Toujours la question de la réciprocité. Et là, elle m'a arrêtée. Elle m'a arrêtée très clairement sur le divan, en mode... alors, je ne sais plus du tout comment elle l'avait dit, mais en gros, c'est vous utilisez la relation sexuelle comme mise à distance. À la place de voir derrière la relation et l'amour possible. Et d'une certaine manière, je ne sais pas si c'est la norme ou si c'est qu'elle entendait mon désir profond. En attendant, puisque cet homme-là, je l'ai épousé, hein, et on est restés 20 ans ensemble, donc c'était une vraie belle histoire d'amour. Mais très clairement, sans la psychanalyse, ça n'aurait pas eu lieu. Qu'est-ce qui n'aurait pas eu lieu ? Le mariage ? Ouais. Enfin, en tout cas, le mariage in fine, mais en tout cas, la rencontre. C'est-à-dire que j'aurais fait comme d'habitude, je me serais barrée. Tu vois ? C'est-à-dire arriver à aimer, c'est un homme qui dit, écoute, en plus à ce moment-là, j'avais mes hauts, mes bas, etc., et qui dit, ok, moi I stand by you, tu vois, je reste là, je suis là et je t'aime, avec tes hauts, avec tes bas, avec tes contradictions, avec tes fêlures, voilà. Et donc moi, ok, mec, super, je te vois de temps en temps et je me barre. C'est ce que tu aurais fait normalement. Ouais. Et la psychanalyse. Et là, grosse intervention. Qui t'influence. Sur le thème, ah oui, complètement. En quoi c'est une illustration que ton analyste, là, a ramené de la norme sociétale en toi ? Alors, c'est pour ça que je me trompe peut-être.
Je me trompe peut-être quand je parle de normes, parce qu'après tout, à force de parler de normes, j'ai envie de dire, on sait même plus vraiment ce que ça veut dire. Ce dont tu parles, c'est la norme du couple et qu'une femme est censée être avec un homme et enfanter. C'est ça, cette norme-là? Ouais. Okay. Mais en vrai, ça, pour le coup, c'était mon vrai désir. Mais c'est ça, donc, tu l'as dit, t'avais envie d'être mère. En fait, je pense que... je pense qu'elle m'a ramené à mon vrai désir. Sur la norme, c'est plutôt sur d'autres sujets, sur la deuxième partie. Mais si je pense qu'elle m'a accompagnée dans mon désir, il se trouve que mon désir fait partie de la norme, enfin épouse la norme de ce point de vue-là, c'est-à-dire hétéro et voulant être mère. Donc j'ai envie de dire coup de bol ou pas de bol, mais en tout cas j'ai pas le moyen de tester. Ouais, t'as pas d'illustration, de souvenir. De ce point de vue. T'as un ressenti que la psychanalyse. En tout cas, en gros, elle me dit d'arrêter de coucher avec, d'arrêter de me perdre dans l'autre. Donc et de considérer aussi l'autre et moi. J'ai envie d'utiliser les petits morceaux que tu me donnes pour créer un autre tissu, mais donc du coup c'est de l'interprétation sur de l'interprétation. Si on retrouve les paroles exactes que tu as dites, elle te dit tu utilises le sexe comme une mise à distance. Moi je prends cette phrase, je me l'applique à moi, je suis là ouais. Mais tu sais, j'utilise aussi le chocolat noir comme une mise à distance. Il y a des moments où j'ai envie de me mettre à distance. J'entends pas forcément, et je te gratouille, hein, j'entends pas forcément un jugement normatif. Je dis oui, on met tous des choses à distance, n'est-ce pas? Sauf que le sexe, c'est pas du chocolat. Ah bon? Pourquoi? Je pense que c'était aussi une façon de me dire justement, et c'est là où après tu peux considérer que c'est de la norme ou pas de sa part, mais en gros elle dit bah non, justement, c'est important. En vrai. C'est-à-dire tu fais comme si ça n'avait pas d'impact de coucher avec un tel ou un tel. Et c'est là que tu te trompes. Et donc là, la question reste ouverte, norme ou pas norme? Est-ce que c'est un... Et en fait, là, je pense, tu vois, mais vraiment, je suis en direct dans la réflexion avec toi. En fait, je pense qu'elle a raison. C'est-à-dire que je voulais en faire du chocolat. Et en l'occurrence, pour moi, c'était beaucoup plus sacré. Signifiant, quelque chose de... Ouais. Et là, on en revient aussi peut-être à les différences entre le fait de pénétrer et être pénétré. Mm-hmm. Et en fait, c'est pas du chocolat, ouais. Je pense que là, on est sur le cœur du truc. C'est-à-dire qu'effectivement, elle est intervenue pour me dire c'est pas si anodin que ça, en vrai. Donc, vous êtes où, là? Vous pensez quoi? Vous voulez quoi? Parce que, en fait, pour vous, en tout cas, il y a quelque chose de quasi... Alors, je sais pas, le mot sacré un peu fort, mais en tout cas, au cœur de votre identité. Vous pouvez pas... Tu peux d'ailleurs manger plein de chocolat. Et encore, est-ce que tu peux manger plein de chocolat? Est-ce que tu peux t'empiffrer de chocolat tout le temps? C'est marrant parce que ça me rappelle ce que tu as dit tout à l'heure. T'aimes bien le titre du podcast, Ma dernière séance de psychanalyse, parce que ça vient te gratouiller dans mais attends, en quoi ça s'arrête? J'ai l'impression que tu continues à élaborer là, tout de suite en direct. Mais à fond. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené à prendre la décision d'arrêter? Aujourd'hui, tu n'es plus en analyse. Ton analyse de 23 ans s'arrête en 2018. Est-ce que tu peux me raconter la dernière séance? Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai 2 autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Histoire de devenir moi. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens ordinaires me racontent un tournant déterminant pris dans leur vie. Ils racontent le déclic qui a tout changé et comment ils sont devenus un peu plus eux-mêmes. Comment devenir sexuellement épanoui? Ça, c'est un podcast dans lequel des hommes, gays, bi ou queer, racontent leur chemin de sexualité et comment ils tentent de s'épanouir face aux normes. Alors pour écouter ces podcasts, vous pouvez tout simplement taper les titres dans la barre de recherche de votre plateforme d'écoute. Mais je vous mets aussi dans le descriptif de cet épisode les liens pour écouter ces podcasts
et les liens de mes réseaux sociaux pour découvrir les coulisses de mon aventure de podcasteur et aussi la page de dons pour soutenir mon travail et mes podcasts. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours et vos réactions à guillaumefaidespodcasts@gmail.com ou sur mes réseaux sociaux. Ça me motive énormément de savoir que ces histoires naviguent et résonnent, ou pas d'ailleurs. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.